Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Au sommaire du journal de ce 14 juillet 2021, le gouvernement tanzanien reconnaît que les femmes et les filles réfugiées sont souvent victimes de viols à l'extérieur des camps. L'extrait des propos du chargé des réfugiés au sein du ministère de l'Intérieur à suivre à la fin du journal. Ils réclament leur rémunération. Les employés qui font l'enquête nationale agricole n'ont pas reçu leur dû depuis plus d'une saison culturelle. Nous allons également en parler au cours de cette édition. On va évoquer aussi cette rupture des stocks de vaccins des nouveau-nés qui est signalée dans des hôpitaux publics et parapublics à Bujumbura. Dans un instant, le développement de cette édition. Sécurité pour commencer. Un employé de l'usine Savonor a été retrouvé mort ce lundi en mairie de Bujumbura. Innocent Manilakiza a été tué par des gens qui l'ont arrêté vers 22h de ce dimanche alors qu'il se rendait à son lieu de travail. Onésime Dushimagize nous en dit plus. Innocent Manilakiza, retrouvé mort ce lundi, était un travailleur de l'usine Savonor à mairie de Bujumbura. Il habitait à Buterere, commune Nahangwa. Des informations en provenance de certains membres de sa famille indiquent que dans l'après-midi de ce dimanche, Innocent Manilakiza a passé un certain temps dans un bistrot situé tout près de l'usine de Kotebu, où il étanchait sa soif. Il attendait d'aller à son travail qui allait débuter à 22h. Selon les mêmes informations, Innocent a pris sa moto aux environs de 22h et s'est dirigé vers son lieu de travail comme d'habitude. Nos sources indiquent que des inconnus auraient tendu une embuscade et l'ont frappé au niveau de la tête. Ce combat est ainsi sur place. Les bourreaux se sont emparés de sa moto. Le corps de la victime est pour le moment dans une morgue de l'un des hôpitaux de la mairie de Bujumbura. Son enterrement est prévu ce vendredi le 16 juillet 2021 au cimetière de Mande. Innocent Manilakiza était originaire de la colline d'Ongeruzi, zone Muramba en commune Mugamba de la province de Bururi. Une peine à perpétuité. Perte du droit civil et de la famille, 30 millions de francs burundais de dommages et intérêts et à défaut de payer les frais de dommages et intérêts, la peine majorée de 150 ans d'emprisonnement. Tel a été le verdict prononcé ce mercredi par le tribunal de grande instance d'Ongozi à l'endroit de Ferdinand Maroregwa. Ce dernier a été coupable d'avoir tué avec préméditation sa femme, Généreuse Chimhaye, dans une latrine à l'aube de ce lundi sur la colline commune Kiremba en province Ngozi, un crime que le coupable a reconnu lui-même. Au chapitre politique, les chefs d'État du Burundi et de la République démocratique du Congo ont décidé d'activer avec détermination les mécanismes concentrés visant à éradiquer les groupes armés opérant sur le territoire congolais et de suivre de près toutes les questions relatives à la sécurité sur les frontières de ces deux pays. Cela ressort d'un communiqué sorti à la fin de la visite du président Evariste Ndayishimiye en RDC. Ces deux chefs d'État ont également parlé des projets d'importance pour leur peuple. C'est dans ce cadre qu'ils ont parlé des reconstructions des ponts pour véhicules et piétons entre les provinces du Sud Kivu en RDC et Chibitoke au Burundi, l'exploitation agricole dans la plaine de la Rusizi ainsi que la réhabilitation et l'électrification de la route Bujumbura-Uvira-Bukavu-Goma ont également été évoqués. Ces accords concernent aussi la construction du chemin de fer Gitega-Uvira-Kindu-Liton dans ce communiqué. Vous pouvez retrouver ce journal sur la page RPA Idjwi Gabanyagihugu sur Facebook et sur YouTube en tapant le même nom. Dans quelques instants, la page gouvernance. RPA.
Les habitants de certains quartiers de la zone Musaga, mairie de Bujumbura, sont désorientés par des propos contradictoires sur la démolition des maisons construites en violation des normes. Certains quartiers comme Gasekebouye et Gitaramuka n'ont jamais été viabilisés, mais certaines de leurs maisons ont été détruites. C'est le contraire de ce qu'ordonne le ministre de l'Intérieur selon cette population. Francine Mahoro. Sont concernés uniquement les quartiers qui ont été viabilisés par l'urbanisme. Il s'agit ici de la voix du ministre de l'Intérieur, Gervin de la Kobucha. C'était ce lundi lors d'une descente effectuée à Mugoboka, une localité située au quartier Mutanga Sud. Une descente consécutive au grogne de la population de la localité après une campagne de démolition des maisons par les administratifs. Le constat du ministre a été qu'il y a eu excès de zèle de la part des administratifs. Il a tenu donc à clarifier les quartiers qui devraient être concernés par la démolition. Sont concernés uniquement les quartiers qui ont été viabilisés par l'urbanisme. Le moindre centimètre construit au-delà des bornes implantées par les services de l'urbanisme doit être restitué. Dites au propriétaire qu'il n'a pas droit de construire que jusqu'au permètre dont il a payé à l'urbanisme. Le moindre centimètre qui a dépassé appartient à l'État et doit retourner dans l'espace de l'État. Curieusement, ici à Mugoboka, il n'y a jamais eu de viabilisation. La zone Musaga compte également des quartiers non viabilisés à l'instar des quartiers Gasekebouye et Gitaramuka. Pourtant, les administratifs de ces quartiers ont déjà débuté la campagne de démolition des maisons. C'est le cas de Gasekebouye et à Musaga, à partir de la première avenue en montant jusqu'à Gikoto, ce sont des quartiers non viabilisés. Mais un grand nombre des habitants a été sommé de démolir. De la route goudronnée jusqu'à Gikoto à l'extrême et de Musaga, la population a reçu l'ordre de démolir. À l'aide d'une pioche, on fait un trou sur ta maison pour te signaler que tu es sur la liste de ceux qui doivent démolir. Même ceux qui ont déjà démoli les maisons ne sont pas tranquilles. L'administration locale menace en évoquant une possibilité de deuxième tour de démolition. On te dit que même si on a déjà procédé à la démolition, on devra refaire l'exercice. Ils disent qu'il faut dégager jusqu'à 3 mètres à partir de la route. Au départ, on prenait pour repère les lignes du courant électrique. Mais aujourd'hui, on nous dit qu'il faut coûte que coûte dégager les 3 mètres. C'est vraiment un casse-tête. On ne sait pas quoi faire. Au quartier Gasekebouye, la campagne de démolition a déjà débuté, mais le quartier Gitaramuka est encore épargné. Malgré tout, certains ménages ont été avertis à la fin de la semaine dernière qu'ils se trouvent sur la liste noire de démolition. Ils ont jusqu'à 2 semaines pour le faire et même, à défaut de quoi, ils se verront infliger de lourdes amendes. La majorité des parcelles des quartiers Gasekebouye et Gitaramuka sont des parcelles d'héritage ou alors achetées aux héritiers. Tout près de Musaga, les habitants de différents quartiers de la zone Kanyosh, proche de la route Rumongue, indiquent qu'ils ne savent plus qui dicte la loi à suivre entre l'administrateur de la commune Moura et le ministre de l'Intérieur. C'est après que cet administratif, via les chefs de certains quartiers de la zone, a ordonné à la population de reculer de 2 autres mètres, en plus des 6 mètres exigés par la loi. Plus de détails avec Elvis Nyomungere. Le code de l'urbanisme en vigueur au Burundi prévoit qu'entre la première construction et la route principale, il y a une distance de 6 mètres. Depuis quelques temps, le gouvernement fait respecter ce code. Toute construction qui ne respecte pas les normes est détruite. Mais dans certains quartiers comme Gisho, Musama, Kajiji, Kizingwe, Bihara, Nyabugete et Rutiba, ce code est violé. Selon nos sources dans ces quartiers, les chefs de ces quartiers sont allés les obliger de dégager des mètres de plus si ceci prévu par le code de l'urbanisme, même si au territoire administratif de la commune Moura les ont-ils expliqué. Ils sont revenus lundi et ont encore une fois mesuré. Ils ont dit que l'administrateur a ordonné que nous devrions détruire jusqu'à 8 mètres et demi et laisser 2 mètres réservés au caniveau. Ça, c'est une explication qui nous a été donnée, nous, de Nyabugete. Par contre, ceux d'Okaji
Rufiji, ils leur ont expliqué qu'on allait agrandir la route Bujumbura-Rumonge. Donc c'est pour ça qu'ils doivent libérer ces 2 mètres. Nous n'y croyons pas, surtout que nous savons que l'urbanisme prévoit 6 mètres. Le chef de quartier qui était porteur du message de l'administrateur qui a payant a pu connaître le son et par de chimier, chef de quartier qui s'ingouait Vihala, le prénommé Ferdinand, chef de quartier Niaougete, ainsi que le chef de quartier Lutsiba, connu sous le nom de Omer. Ces habitants se demandent pourquoi les administrateurs violent le code d'urbanisme en vigueur au pays et préfient des directives du ministère de l'Intérieur qui a ordonné le service de cette activité visant le respect du code. Ils demandent à cet effet au ministre de l'Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique d'intervenir et qu'il soit rétabli dans les 3 rédactions de la RPA a tenté d'enjoindre le ministre Gilbert de la Kobucha sans parvenir. Les employés de l'ENAB demandent d'être rétablis dans leurs droits et de recevoir la totalité de leur rémunération comme prévu par le contrat qui les régit. En effet, ils disent n'avoir touché qu'une partie des rémunérations durant les 2 dernières saisons culturelles. Les détails avec Eric Nyonzima. Les employés de la Commission d'enquête nationale agricole du Burundi, ENAB, qui n'ont pas encore eu leur salaire, sont au nombre de 270. Le rôle de ces enquêteurs est de s'informer sur la situation de la récolte dans différentes provinces du Burundi. Chaque province compte 10 enquêteurs. Selon leur contrat, leur rémunération, leur parvient après chaque saison d'enquête. Malheureusement, ces employés indiquent actuellement que leur employeur n'a pas honoré le terme du contrat. L'un d'eux témoigne. Moi, je suis un enquêteur de l'ENAB. Je fais partie de ceux qui donnent les rapports sur la situation des récoltes et l'évolution de l'élevage au Burundi. Notre contrat précise que nous recevons nos salaires chaque fois que nous déposons le rapport d'une saison. Mais notre employeur ne respecte pas ce contrat. Cette fois-ci, il est allé jusqu'à nous donner la moitié de notre salaire pour une saison. Maintenant, ça fait 2 saisons et nous n'avons eu le salaire que pour la moitié d'une saison. Depuis, certains employés de l'ENAB n'ont même pas eu cette moitié de salaire. Pour le moment, ils ne savent plus à quel fin se vouer, surtout que celui qui devrait leur rendre justice est à l'origine de ce problème qui ne fait que perturber leurs activités. Certains employés de l'ENAB au niveau national ont eu comme salaire la moitié d'une saison, mais quelques-uns n'ont même pas eu cette moitié dans certaines provinces. Nous ne savons pas qui peut nous aider à résoudre ce problème, car l'employeur qui devrait nous aider est l'auteur de tout ça. Qu'ils comprennent que c'est douloureux. En plus, quand nous travaillons dans ces conditions, ce n'est plus possible d'exercer notre mission comme nous devrions le faire. Chagrinés, ces employés demandent à leurs employeurs de réagir et les régulariser à défaut qu'ils répondent à leurs doléances en rapport avec ce problème. En général, nous demandons qu'ils nous donnent notre salaire à temps et qu'ils respectent le contrat qui nous a fait signer. En plus, nous avons toujours exposé nos problèmes, mais il n'a jamais répondu à nos questions. L'enquête nationale agricole du Burundi existe dans le pays depuis presque 10 ans. Contactés à ce propos par la rédaction de la RPA, les responsables de l'ENAB ont répondu qu'ils sont au courant de ce problème, mais que le retard de ces salaires est dû au changement du calendrier de l'année budgétaire et que les procédures pour le vider vont commencer la semaine prochaine. Pour clore cette page gouvernance, le gouvernement burundais, par le biais du ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines, vient de suspendre provisoirement les activités de la société minière Tanganyika Mining Burundi en commune Mabayi de la province Chibitoke, dans une correspondance que le ministre a envoyée à la direction de cette société minière. Il l'accuse principalement de non-respect des conventions signées entre les 2 parties. Le point avec Eloge Kwizera. Dans une correspondance que le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines a envoyée à la direction de l'entreprise Tanganyika Mining Burundi, le ministre de tutelle
reproche à la dite direction plusieurs manquements. Et fait ingénieur Ibrahim Ouizeye l'appel que cette entreprise a violé la convention minière, notamment en ce qui est des irrégularités dans les indemnisations, des travaux d'exploitation et de traitement des minéraux qui n'ont pas respecté au plan d'atténuation et de réhabilitation des sites miniers, ainsi que la faible production par rapport à celle convenue. Entre autres manquements révélés par le gouvernement burundais, figure également le non-respect de certains articles du code et règlement minier, sans oublier le code des sociétés privées et à participation publique, et ce depuis le 12 octobre 2017, jour de l'octroi du permis d'exploitation. L'ingénieur Ibrahim Ouizeye, ministre de l'énergie et des mines, a dans la même correspondance souligné que, en plus de ces manquements, même le contrat en soi n'était pas du tout avantageux pour le gouvernement burundais, qui n'a presque tiré aucun bénéfice de cette exploitation. Et le ministre Ibrahim de déplorer le fait que, malgré plusieurs correspondances, l'entreprise Tanganyika Mining Burundi n'a rien fait pour corriger ces erreurs, ce qui a poussé son ministère à suspendre provisoirement les activités d'exploitation de cette entreprise dès ce 13 juillet. Rappelons que, pour le moment, 120 familles de la commune Mabaye en province Chibitoke qui ont cédé leurs propriétés à la dite entreprise attendent depuis 3 ans l'indemnisation. L'autre entreprise minière frappée par une telle mesure est celle dénommée African Mining Burundi, opérant depuis le 8 août 2018 dans la localité de Masaka en commune Rutihinda de la province Muyinga. Elle a elle aussi été provisoirement suspendue pour manquement et violation des conventions signées avec l'État burundais. Vous pouvez recevoir l'intégralité de ce journal en nous envoyant un message sur WhatsApp. C'est le plus 49 15 12 94 16 348. La page santé, c'est tout de suite. RPA. Je vous le disais dans les titres, il y a rupture des stocks de vaccins des nouveau-nés dans des hôpitaux publics et parapublics à mairie de Bujumbura. Les parents qui font de longs trajets et qui rentrent sans être servis s'inquiètent. Ils estiment que leurs enfants peuvent attraper des maladies infectieuses. Emmanuel Niungeko. Certains des parents s'inquiètent de cette pénurie de vaccins qui devrait augmenter l'immunité de leurs nouveau-nés. Ceux qui se sont confiés à la RPA affirment avoir manqué ce vaccin dans certains hôpitaux publics, comme l'hôpital militaire de Kamenge, ainsi qu'à l'hôpital semi-public de Namaï de Gihosha depuis plus ou moins 2 semaines. Les parents, surtout ceux qui font de longs trajets pour arriver à ces hôpitaux, déplorent la situation. Ils s'inquiètent aussi des conséquences du manque de ce vaccin sur la santé de leurs enfants. Ce vaccin destiné aux nouveau-nés dit BCG permet d'augmenter leur immunité afin qu'ils n'attrapent pas facilement certaines maladies contagieuses comme la tuberculose. Cela traduit que l'enfant non vacciné reste vulnérable et exposé à ces maladies. Les parents ayant ces nouveau-nés qui se sont entretenus avec la RPA disent avoir été informés que cette pénurie pourrait durer longtemps sans toutefois préciser les raisons. Ils demandent plutôt au ministère de la Santé et de lutte contre le sida de ne pas prendre à la légère cette situation. Une source de la RPA au sein du ministère de la Santé nous a signifié que ces vaccins sont disponibles dans le programme élargi de vaccination PEV en sigle et que le problème se trouve dans le retard de réquisition. Toujours en page santé, en plus des problèmes de logement et accès à l'alimentation, les habitants du village de Nyakiga en commune Butaganzwa ont aussi des difficultés à se faire soigner. Cette population manque de moyens pour se diriger vers les structures de santé et font recours à l'automédication. Les détails avec Éloge Divin Remesh. La vie précaire que mènent les habitants du village de Nyakiga, due à leur paupérisation, fait qu'ils tombent souvent malades. La situation est ainsi alors que la grande majorité de ces habitants ne possèdent pas la carte d'assistance médicale, CAM en sigle. Peu qui en possèdent l'ont obtenu grâce à une âme charitable. Ainsi, l'accès aux soins de santé n'est pas évident pour tous. Les gens tombent malades alors qu'ils n'ont pas la possibilité de se faire soigner. Nous n'avons pas de carte d'assistance médicale. Il y a quelques mois, un bienfaiteur était venu pour s'enquérir de notre situation et avait offert des cartes à quelques habitants. Il avait donné des cartes à 35 personnes alors qu'il y a plus de 100 ménages dans notre village.
Actuellement donc, on se soigne à 100% et on est obligé de contracter des dettes. Par manque d'offres de payer des consultations, dans les structures de santé, les malades font l'automédication. Ils achètent des médicaments dans des pharmacies qui leur sont proches. Des médicaments que ces habitants disent partager entre eux. La majorité se soigne grâce à ces pharmacies. Si tu tombes malade et que tu possèdes au moins 1000 francs burundais, tu t'achètes des comprimés. Si la maladie attaque plus d'un, par exemple dans une famille, ils peuvent partager ces comprimés. Peu de gens terminent une cure de médicaments. Souvent, des gens partagent ces comprimés à 3, ce qui fait que des malades ne guérissent pas convenablement. Ces habitants continuent de solliciter l'aide au gouvernement pour pouvoir changer leurs conditions de vie. Parlons éducation à présent. Les enseignants de l'école fondamentale Kizuga, commune Ruyengero en province Rumongue, demandent toujours l'intervention des responsables de l'éducation dans cette province pour résoudre les problèmes signalés à leur établissement. Un des enseignants de la dite école est accusé d'abuser sexuellement ses élèves et de leur extorquer de l'argent, mais jamais ils ne répondent de ces actes. Le point avec Dani Claire et la Troumva. Ces enseignants de l'école fondamentale Kizuga indiquent que ce n'est pas la première fois que leur collègue Juvenal Daïlakiché, enseignant de la classe de 8e année sur cette école, est accusé d'abuser sexuellement ses élèves pour leur attribuer des notes non méritées. Cet enseignant dénonce l'impunité dont il jouit. Jusqu'à présent, il n'a jamais été inquiété. L'agit de la sorte depuis longtemps. Au cours de l'année scolaire précédente, il y a eu des élèves qui n'avaient pas eu de bons résultats en classe. Ils ont eu des rapports sexuels avec cet enseignant et ce dernier leur a accordé des points leur permettant d'avancer de classe. Imaginez une élève qui a eu moins de 50% les 2 premiers trimestres, mais qui a comme par miracle eu de bons résultats à la fin du 3e trimestre et arrive à faire des repêchages. L'enseignant en question a été interrogé sur son cas et on croyait que les enquêtes allaient continuer, mais le dossier n'a pas avancé. Ces enseignants demandent avec insistance que Juvenal Daïlakiché soit puni, précisant que même aujourd'hui, il y a 2 élèves qui ne sont pas en train de faire les repêchages comme d'autres élèves. Ils ont refusé de satisfaire à ces demandes et il a fait disparaître leurs copies d'examen pour qu'ils échouent. Les 2 élèves pouvaient avoir 50% pour faire les repêchages si les copies d'examen des cours dispensés par cet enseignant avaient été retrouvées. Malheureusement, l'enseignant a dû les retirer des autres copies pour les faire disparaître. Ainsi, nous refusons que parmi 19 enseignants, un seul enseignant puisse continuer ses ajustements. Nous nous insurgeons contre l'inaction des autorités. Que même le ministre de l'Éducation prenne en main cette situation de l'école fondamentale Kizuga. Dans l'attente de la décision finale qui sera prise par le directeur de l'enseignement en commune Ruyengero sur le cas de ces 2 élèves qui n'ont pas fait les repêchages à cause du comportement de cet enseignant, la rédaction de la RPA a contacté le responsable de l'enseignement en commune Ruyengero, mais sans y parvenir. Clôturons cette édition en nous rendant en Tanzanie. Le gouvernement tanzanien reconnaît que les réfugiés burundais sont souvent victimes de diverses persécutions, surtout lorsqu'ils vont à l'extérieur des camps. Dans son allocution à l'occasion de la récente journée mondiale des réfugiés, Soudi Mwakibaki, chargé des questions des réfugiés au sein du ministère de l'Intérieur, a exhorté l'OACR à fournir aux réfugiés une autre alternative pouvant faciliter la cuisson des aliments, surtout qu'il s'est avéré que bon nombre de femmes et filles sont souvent sexuellement abusées quand elles vont à la recherche du bois de chauffage. Les réfugiés qu'on a accueillis bénéficient 68% des denrées alimentaires. Ce sont des denrées crues et pour ça, ces réfugiés se voient dans l'obligation de sortir pour chercher du bois de chauffage pour pouvoir cuisiner. Durant cette quête du bois de chauffage, ces derniers rencontrent des difficultés, surtout que certaines femmes se font même violer.
C'est pour ça que nous interpellons l'ONU de continuer à soutenir le gouvernement tanzanien pour bien entretenir ces réfugiés en pourvoyant d'autres moyens de cuire les repas. Ceci permettra non seulement de protéger l'environnement, mais aussi de protéger les réfugiés contre ces problèmes. Paradoxalement, Soudi Mwakibaki demande aux organisations caritatives d'orienter plutôt leurs aides vers le Burundi afin d'inciter les réfugiés burundais à retourner au pays. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux organisations humanitaires qui aident les réfugiés. Au lieu de continuer à aider les réfugiés burundais se trouvant dans les camps ici en Tanzanie, ils doivent multiplier les aides au Burundi, d'où ils sont venus, afin que ces réfugiés retournent chez eux pour développer leur pays. En tant que gouvernement tanzanien, nous avons beaucoup apprécié l'initiative de la communauté internationale qui est dans la volonté de suspendre les sanctions prises contre le Burundi. Nous espérons que cela pourra encourager ces organisations internationales à investir au pays d'origine de ces réfugiés afin de faire des activités de développement. Soudi Mwakibaki, il est chargé des questions des réfugiés au sein du ministère tanzanien de l'Intérieur. Et c'est par son intervention que nous mettons un point final au journal du 14 juillet 2021. Émile Niwasumba, j'étais à la présentation. Je vous souhaite de passer une agréable soirée chez vous. Au revoir.